Elle est ma reine, paradis c'est ma provenance. Source de vie, je suis sa descendance. Turunaye masiwaya hatu, kongo ya miwangu mine. Masiru ya mwezi karibu nawe, mingi wazazi tambu. Je suis une de ces nombreuses fleurs. Abdelrahmane Ouadji, anthropologue, je le définis comme cela, parce que c'est au nom de cela qu'il est là aujourd'hui. Eh bien, on va parler avec lui, et il sera interrogé par moi-même et mon collègue Mohamed Guillaume. Eh bien, on va parler de conflits politiques. Eh bien, conflits politiques. Alors, bonjour. Conflit de génération politique. Bonjour. Est-ce que, voilà, pour aller très vite, est-ce que vraiment, aux Comores, il y a, d'abord, avant de parler des conflits, est-ce qu'il y a un clivage politique? Est-ce qu'il y en a eu un? Je ne suis vraiment pas politicien ni spécialiste de la politique aux Comores. Je suis plutôt anthropologue, donc mon champ se limite au champ social, culturel, religieux, tout ce que vous voulez. Mais pas de la politique en tant que telle, les partis politiques, etc. Ce que j'entends par conflit politique, je prendrai un exemple concret pour que tout le monde puisse me suivre. Je prendrai ce qui se passe dans la cité, dans un village quelconque. Il y a un pouvoir qui est déjà là, établi. C'est un pouvoir politique avec des institutions, le pouvoir qu'on appelle le pouvoir des notables. Il y a même un pouvoir juridique au sein de ce pouvoir de notables qui peut là-bas, qui peut, enfin, ou là-bas, qui peut bannir, qui peut... C'est un pouvoir juridique, même si c'est une juridiction qui n'est pas formelle, qui est informelle, mais c'est un pouvoir. Et ce pouvoir politique-là est confronté aujourd'hui à un autre pouvoir, une autre génération qui est venue avec un autre pouvoir. Prenons un exemple concret, c'est le pouvoir de la génération, ce que j'appelle le pouvoir de la génération municipalité, c'est-à-dire les mairies. Et dans ce champ-là, vous allez dans n'importe quel village, à la Grande Comore en tout cas, je pense même aux Comores, vous trouvez le même conflit qui oppose ces deux générations. Mais attention, génération ne veut pas dire les vieux et les jeunes, ça n'a rien à voir. Ce sont des gens qui sont unis par un même idéal, quel que soit leur âge. Donc il y a des vieux qui se retrouvent dans la génération municipalité, c'est-à-dire qui défendent, qui sont solidaires avec ceux qui pensent qu'il faut instaurer les mairies, comme il y a des jeunes qui se retrouvent dans la génération traditionnelle, qui défendent à 100% le pouvoir traditionnel en prétendant qu'il faut exclure cette idée de mairie. Oui, bien entendu. Effectivement, vous parlez qu'il y a un conflit qui est à l'origine d'une certaine catégorie, en tout cas, ou des catégories, et il y a le même idéal. Ça m'étonne. Est-ce qu'avoir le même idéal, les mêmes intérêts, a priori la même identité, peut conduire au conflit? Est-ce que ce n'est pas le contraire qui est vrai? Alors, avant de parler de quoi que ce soit, essayons de définir d'abord ce qu'est une génération. C'est quoi une génération, au sens sociologique du terme? Alors, une génération, c'est un événement où, je dirais, des gens qui tournent, qui sont solidaires autour d'un événement précis ou autour d'une idée précise et qui fait qu'ils visent, dans cette communauté-là, ils visent un idéal commun. On peut parler, dans ce sens-là, d'une génération. Mais le mot génération a un autre sens. On peut parler de la génération 14-18. Là, c'est une génération qu'on dira réunis par un événement historique. Les gens qui ont vécu la guerre, c'est la génération 14-18. Mais on peut parler aussi d'une génération en tant que des gens qui sont unis par l'âge ou par la classe d'âge. C'est une autre génération. Mais moi, quand je parle de génération ici, quand je dis génération municipalité, c'est la génération de ceux qui pensent qu'on doit instaurer les mairies aux Comores et qui sont unis par cette idée politique. Ce n'est pas seulement un idéal, mais c'est aussi une vision de l'avenir. Instaurer des mairies aux Comores, c'est aussi une vision de l'avenir. Alors, quel est le problème en ce moment? Dans une cité comorienne, dans un village comorien, le problème est qu'il existe déjà des pouvoirs qui sont là, où il existe déjà un pouvoir très, très, très fort. Faut-il importer un pouvoir nouveau ou faut-il adapter le pouvoir qui est déjà là, qui est le pouvoir traditionnel, ou on est obligé d'importer les mairies telles qu'elles sont conçues en France? Est-ce qu'on doit importer exactement ce qui se passe à Sarcelles, à Garges ou à Logne,
le fonctionnement de la mairie à Garges et je l'importe directement à TJ, sans chercher à adapter en fonction des réalités socio-culturelles du pays, d'où le conflit politique. Ok, moi j'ai une question parce que par rapport à votre définition de génération, il y a un contraste. Une génération est limitée à 30 ans. Donc quand on parle de génération mairie, donc, il me semble que le premier mairie qui a été initié, c'était en 98, 19 en Béni. Donc je suis d'accord avec vous, et c'est des inventions occidentales qu'on essaie de faire une copie-coller et que ça ne colle pas. Parce qu'il y a des réalités du terrain qui sont différentes d'ici. Mais est-ce que, voilà, que faire? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit rester toujours dans le fonctionnement du pouvoir traditionnel? Que faire? Alors, il y a plusieurs idées. Mais la première, c'est d'abord savoir comment fonctionne le pouvoir traditionnel. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de Handa. On parle tous de Handa, on parle toujours de pouvoir traditionnel, mais très peu de gens, je ne dis pas que je le sais moi, mais je sais que très peu de gens savent exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense qu'on ne peut pas rejeter tout ce qui est dans le pouvoir traditionnel, comme on ne peut pas tout prendre dans le pouvoir traditionnel. Il faut s'asseoir des gens, spécialistes ou pas, mais qui connaissent ce domaine-là, étudier tout le domaine. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. La prison, la notion de prison, enfermer quelqu'un, priver quelqu'un de sa liberté, n'a jamais existé au Comores auparavant. Qu'est-ce qu'il y avait dans nos cités? On bannit, on exclut, on signale cette maison-là, on fait un gungu, c'est-à-dire l'exclusion de la personne qui a commis une faute grave. Mais pourquoi on faisait ça? Et en quoi c'était très important pour la société comorienne? C'est une société, je ne veux pas dire matrilinéaire, mais dans laquelle l'individu lui-même, seul, n'a aucune existence possible. Me toucher, moi, en tant que quelqu'un qui a commis une faute énorme, c'est m'exclure de la communauté, c'est ça qui me touche. Mais si vous m'enfermez dans une prison, qu'est-ce que ça... Et encore, prison passoire, on peut dire. Prison passoire. Ça n'a aucune espèce d'importance. Et malheureusement, avec l'avènement de la colonisation, nous avons importé la prison et balayé d'un revers de main tous les modes de... Quand il y a justice, il y a toujours punition. Nos façons à nous de punir ceux qui commettent des fautes dans la société, on a complètement exclu cela. Moi, je me rappelle, il y a très longtemps quand même, j'étais petit, il y avait un monsieur qui avait, malheureusement dans mon village, avait couché avec la sœur de sa femme. Avait couché avec la sœur de sa femme. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'ailleurs, maintenant, si vous voyez à Moroni ou aux Comores en général, la pédophilie, ce qui est répandu là-bas, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ces gens-là? On crie pédophilie, pédophilie, ou on les envoie en prison, si on les envoie en prison, mais ça touche qui? Ça touche personne. Par contre, si aujourd'hui, on me fait un gungu, ou bien tilawa, ou bien tishingiwa, en fait, il y a plusieurs expressions, je pense que non seulement ça me touche moi, personnellement, mais ça affecte, j'ai dit que l'individu ne compte pas tout seul, mais ça affecte aussi mon entourage. Et en affectant mon entourage, moi, quand je m'empêche d'aller faire une bêtise, ce n'est pas en pensant en moi tout seul, mais je pense à... Mais maintenant, on nous oblige à penser à nous-mêmes en disant je vais pas faire ça parce que j'irai en prison. Ce n'est pas du tout la conception comorienne de la structure sociale. Oui, justement, parce que là, on voit bien que vous êtes peut-être nostalgique de le temps. Ah, justement. Non, là, je vais réagir. Non, justement. Vous allez réagir. Ce n'est pas du tout, une idée passéiste. On est passé d'une société holiste. On est passé d'une société holiste où l'individu n'avait pas de place à une société individualiste où l'individu se détache, en tout cas, commence à s'émanciper du groupe. Et ça, c'est ainsi. Mais revenons sur la question principale, la question du clivage politique. Est-ce que avant l'indépendance, voire même après l'indépendance, il y avait deux partis. Il y avait le parti vert et le parti blanc. Est-ce qu'on peut dire, à la manière de la gauche et de la droite, que ce clivage-là était vraiment distinct? Et en quoi était distinct? Sur quoi était distinct? Pourquoi aujourd'hui, actuellement au Comores, où vous parlez qu'il y a de la génération municipale, génération des mairies, il n'y a pas ce clivage-là? Alors, je vais répondre à votre question, mais attention, ce que je venais de dire, ce n'est pas une conception passéiste de la vie. Je ne vous demande pas de retourner au gungu. Je suis en train de vous dire, il faut voir ce qu'il y avait
prendre ce qu'il y avait de bon et laisser ce qu'il y avait de mauvais. Et attention, nouveauté ne veut pas dire progrès, ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas parce que c'est nouveau que, tiens, c'est un progrès. On peut implanter les mairies aux Comores si on veut, mais on n'a fait aucun progrès. Non, selon Karl Marx, justement, parce que utiliser les ressources, les outils, les moyens de production du camp contre lequel on se bat, c'est renforcer ce camp. Or, le gongo était inventé par qui? Par le champ contre lequel vous intervenez. Et justement, vous voulez renforcer la génération municipale. Est-ce qu'aujourd'hui, introduire le gongo, on sait que très bien l'individu n'a rien à faire, ou bien n'a pas aucune attache sur cette notion, sur cette sanction. Donc, il se détache de la morale, il se détache de la loi de gongo. Est-ce que ce n'est pas vraiment contribuer à renforcer le champ contre lequel vous voulez battre? Alors, déjà, moi, personnellement, je ne suis pas du tout de la génération municipalité parce que je ne conçois pas la municipalité comme ça. Je suis absolument contre la forme que ça a pris. Je peux vous parler de ce qui se passe chez moi, à Tidjé. C'est conflit permanent entre le pouvoir traditionnel et le pouvoir, je dirais, municipal. Car quelle est la frontière? Quelles sont les prérogatives de la mairie et quelles sont les prérogatives du pouvoir traditionnel? Il n'y a pas. Dans n'importe quel village, vous allez à Moroni, le maire, mon grand frère Sharif, ne peut pas trop trancher parce que la notabilité n'a pas donné son aval, mais en même temps, on dit que c'est le maire. Ça se passe comme ça partout. Donc moi, je ne suis pas tout à fait d'accord pour l'introduction des mairies dans la façon où ça se fait. Je n'ai pas dit que je suis contre les mairies, mais il faut une réflexion préalable, savoir ce qu'on prend et ce qu'on laisse. Et ce qu'on prend aussi du côté de chez nous, car tout n'est pas mauvais chez nous. Tout n'est pas mauvais chez nous. Nous avons l'habitude, nous les Comoriens, de dire Majimbi ya Shingazija, Majimbi ya Shizungu. Ce qui est Shizungu, c'est bon. Papa il a Shingazija, Papa il a Shizungu. Parce que ya Shizungu, c'est excellent, et ya Shikomori, c'est nul. Je suis absolument contre cette idée. Nous allons introduire les mairies aux Comores, mais pas du copier-coller. Pas du copier-coller. Prendre tel que ça fonctionne en France et aller l'importer aux Comores, nous allons droit au mur. Donc, en gros, je ne me bats pas contre la société traditionnelle. En tant qu'anthropologue, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que cette société a fonctionné pendant plus de 1000 ans, la société traditionnelle. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qu'on peut absolument rejeter et vivre? Sur la question des clivages, justement, est-ce que c'est parce que cette tradition continue à exister, ou c'est parce qu'il y a quand même quelque chose de particulier, de spécifique chez les Comoriens, qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a aucun clivage politique, aucun parti qui se réclame de gauche et d'autres de droite? Comment expliquer ce phénomène d'absence de clivage politique? Il n'y a pas de clivage politique pour plusieurs raisons. Et il y en avait. À un moment, il y en avait. Vous croyez que le blanc et le vert étaient distants? Plus ou moins, en tout cas sur la forme. En tout cas sur la forme. Sur le fond, nous vivions une époque quand même assez particulière, car ces partis ont existé pendant la colonisation. Certes, je ne suis pas spécialiste de la question politique, il y aurait dû avoir 2 collègues pour en parler, ouais, mais je répondrai tout simplement que ça n'a jamais existé pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est que les Comoriens n'ont jamais, les politiciens comoriens, n'ont jamais fait de la politique, non pas dans le but d'exprimer la volonté de la société ou leur propre volonté et de satisfaire les besoins de la société. Les politiciens comoriens ont fait de la politique en tant que moyen de subsistance. Je fais ça comme si c'était moi qui suis professeur, bon ben moi je suis politicien. En fait, on fait ça pour gagner sa vie, généralement. Mais si tu as des idées, si tu as une conception de la vie, si tu as une conception de l'avenir du peuple comorien, eh ben forcément, il y aurait un clivage parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes idées. Moi, ma question, je rebondis sur ça, c'est-à-dire, avant Azali, on parlait de la génération Taki, Ali Mroudjaï, comme quoi on les appelait des dinosaures. Donc, et aussi, ils étaient âgés au point de vue physique. Est-ce que vous voyez une différence ou bien un conflit entre la génération Taki, Mroudjaï, Mufti Lakbar et la génération Azali, Sambi et tout?
Est-ce qu'il y a une différence, il y a un conflit? Alors, une différence, ça c'est un avis personnel, je peux complètement avoir tort. Je n'ai pas étudié la question, là je donne un avis personnel. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une grosse différence. Nous avons chanté tous à l'avènement d'Azali au pouvoir. C'est un jeune, le pays va changer, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Nous avons vu le résultat. Même certaines personnes n'hésitent pas à dire Kairo Azewala Boakayab. Alors que maintenant, on a presque des jeunes au pouvoir. Le problème est quoi? Je reviens encore. La politique, on ne fait pas de la politique comme on fait de la maçonnerie, comme on fait de la mécanique, comme on va enseigner. Ce n'est pas un métier. Ce n'est pas un métier. La politique, c'est une aspiration en vue de satisfaire les besoins de ton peuple. Je ne peux pas me lever le matin, oh, je n'ai pas un travail, je vais me lancer dans la politique. Or, c'est ce qui se passe dans 90% des gens. D'où le problème. Je dirais, ça ne leur fait rien de ne pas avoir de programme, d'idées, de conception. Ils vont au travail, un point barre. 5 ans après, le travail est fini, ils rentrent chez eux. Pourquoi ici on a des clivages? Les clivages, ce sont des clivages d'idées. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui ne vont pas simplement au travail, mais qui vont avec leurs idées. Et quand vous allez avec votre idée, et que moi j'y vais avec la mienne, forcément il y aurait les clivages politiques, il y aurait les partis politiques, il y aurait des débats d'idées. Mais il ne peut pas y avoir des débats d'idées pour des gens qui n'ont pas d'idées. Attention, attention, ça ne veut pas dire que certains n'ont pas fait ça ou n'ont pas fait ça. C'est pas ça. La question n'est pas là. Tous ont fait quelque chose. Mais ce n'était pas de la politique, c'était de la gestion. Je gère un pays, je gère ce pays, mais il n'y en a pas un seul qui est parti et que l'on peut dire celui-là avait un plan politique, avait une idée politique, c'était un socialiste, c'était un capitaliste, c'était un libéral, on ne sait pas. Il y a un sociologue, en tout cas un sociologue qui a travaillé sur la notion de l'État, sur la notion de légitimité ou de pouvoir, Max Weber, qui disait eh bien, l'État moderne est né avec la professionnalisation de la politique. C'est-à-dire qu'à l'époque, avant l'État moderne, il y avait des individus, des notables qui faisaient de la politique en amateur, hein, pour essayer de renforcer leur suffrage social, leur pouvoir social. Ainsi est venu des individus qui ont appris à mobiliser les foules, à faire des tracts, à faire la profession de foi, à se faire élire, donc à se professionnaliser en politique. Est-ce que vous avez parlé que la politique, ce n'est pas un métier? Est-ce que ce n'est pas du tout le contraire qui fait qu'aujourd'hui, au Comores, il n'y a pas un clivage politique? Et encore, une deuxième approche, pendant l'État bipolaire, le contexte bipolaire, il y avait deux idéologies. Il y avait le capitalisme d'un côté et le marxisme de l'autre. Et autour de ces deux idéologies, il y avait en Afrique, en tout cas, deux clivages politiques. Il y avait le capitaliste et les socialistes, bien que dans la plupart des États africains étaient communistes et socialistes. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, il y a la mort des idéologies, ou c'est parce qu'aujourd'hui, au Comores, comme vous l'avez dit, mais le contraire de ce que vous avez dit, il n'y a pas des professionnels politiques, il n'y a pas de clivage politique. Et en quoi? Comment? Ça, c'est peut-être la dernière question que je vais vous poser. Comment fait-on pour qu'il y ait un clivage politique? Est-ce que la clivagisation du politique repose sur le rapport avec le mariage? Alors, vous m'entraînez toujours sur un terrain qui n'est pas le mien, mais j'essaie de répondre. C'est pas du tout mon champ d'étude, la politique et les partis politiques. Mais j'essaie de donner un avis personnel, encore une fois. Quand je disais que la politique, c'est pas un métier, c'est pas au sens pour dire que c'est pas, il faut pas professionnaliser la politique. Je veux dire que je ne veux pas me lever le matin pour dire je vais faire de la politique pour gagner ma vie. C'est dans ce sens-là. Ça se fait, mais malheureusement, quand vous dites ça, que je vais gagner ma vie là-dedans, malheureusement, vous gagnez votre vie, mais vous avez tendance à oublier le reste, que nous, on vous a élus députés, non pas pour gagner votre vie, mais pour vous occuper de nous. Et ce qui se passe aux Comores, malheureusement, les gens font de la politique pour gagner uniquement leur vie. Je ne suis pas contre les politiciens professionnels, mais il faut qu'ils se rappellent aussi de la définition de la politique. Je fais de la politique pour qui et pourquoi? Pour gagner ma vie? Pour être un personnage très important dans la société? Non, je fais de la politique en vue de conduire
d'exprimer les aspirations de ceux qui m'ont élu. Et si je peux, de satisfaire leurs besoins vitaux. Donc du coup, professionnalisation de la politique, très bien. Mais ne pas oublier le béaba de la politique. Moi, personnellement, si un jour je fais de la politique, j'espère que si un jour je fais de la politique, que j'aurai un champ d'idées, que j'aurai une vision, que je chercherai à exprimer, à partager, mais que mon ambition ne sera pas « je vais tout faire pour être ministre des Affaires étrangères, comme ça je gagnerai ma vie ». Je peux la gagner autrement. Je n'ai pas besoin d'être ministre des Affaires étrangères pour gagner ma vie. Mais si je suis ministre des Affaires étrangères, je dois me dire que c'est pour défendre la diplomatie comorienne et le peuple comorien, dans des cas comme connaît, je ne sais pas moi, le problème de Mayotte, etc., etc. Si c'est pour gagner votre vie, ben merci, vous vous êtes trompé de champ. Est-ce que ce n'est pas la conséquence que au Comores, on a essayé un peu le socialisme avec Ali Soali, même si ça n'a pas été. On a essayé un peu le féodalisme avec d'autres. Aujourd'hui, les intellectuels ou bien les gens qui se disent victimes que le pouvoir est pris par les notables, c'est-à-dire un ministre qui a fait des études, mais ses décisions sont moins considérées qu'un notable du village. Donc, comment réagissez-vous un peu à tout ça? Alors, on doit d'abord se poser une question. Comment les notables ont-ils réussi à établir et à maintenir ce système? Pourquoi nous ne serons pas capables d'établir et de maintenir un autre système? Le problème est simple. Ceux qui font de la politique, entre guillemets, les intellectuels, les instruits, etc., je ne jette pas l'anathème sur eux. Mais je suis en train de dire ceux qui font de la politique ne font pas de la politique avec conviction. Pourquoi vais-je retourner dans le système traditionnel? Pourquoi? Alors moi je pose une question très simple. Pourquoi, quand on est à l'étranger, on a tendance à se replier sur soi-même, sur sa propre culture? C'est quand l'autre culture en face ne vous accueille pas. Regardez ce qui se passe en France, les jeunes maliens, les jeunes comoriens, ils sont plus comoriens que les comoriens. Où se joue le Torab maintenant? Est-ce que c'est au Comores ou c'est en France? Le plus grand Torab se joue en France. Repli sur notre propre culture, vu qu'en face, il y a un mur. Nous n'arrivons pas à être intégrés. Alors, sur le plan politique, pourquoi les gens retournent toujours sur le système traditionnel? Parce qu'en face, ceux qui conduisent le destin du pays en face, non seulement n'ont pas les convictions et n'ont pas, je dirais même, pas exagérer, mais j'irai plus loin, n'ont même pas l'amour du pays. Je vous dis aujourd'hui, on est capable de venir là. Et que, comme ça, je donne un exemple. J'insulte quelqu'un en disant Rawe Reitsandraya Nijao. Je vous jure qu'on ne quitterait pas cette salle, il y aurait un gros problème. Nous tous, ensemble. Un étranger vient, il nous dit est-ce que quelqu'un se battrait pour ça? Personne. Personne ne se battrait pour ça. Alors que si on parle de l'Itsanda, tu vas te battre. Si on parle du Bambaongo de Tinsoyabo, il parle du Mbadjini, mais quelqu'un vient et foule notre drapeau là. On va dire, oh, arrête, c'est pas bien. Et puis c'est tout. Pourquoi? Je pense qu'une nation, le patriotisme, l'amour du pays est d'abord extrêmement important. Et cela ne tombe pas du ciel. Ça se construit. Or, les politiciens comoriens n'ont jamais cherché à construire une nation. Ils ont géré, ils ont fait de la gestion. Et du coup, la nation, je pense que vous avez parlé du problème de la langue. La nation se forme autour de la langue. Excusez-moi, parce que je passe au comorien. Mais on est tous là. Qui apprend la langue comorienne à son fils ou à sa fille? Personne. Allez voir les Chinois, allez voir les Arabes, allez voir les Maliens. Ils apprennent tous leur langue. Moi, je viens de sortir un petit livre, un conte comorien. Je l'ai écrit en français, mais j'ai tenu absolument à l'écrire en comorien aussi. Bilingue. Pourquoi? Pourquoi faire ce double travail? Or, j'aurais pu le publier en français. Parce que j'estime que les enfants comoriens, pour l'amour de leur pays, doivent parler le comorien. Et pour terminer sur ce champ-là, nous retournons au système traditionnel, parce que c'est un système qui, non pas fait ses preuves, mais qui fonctionne et qui est là, bâti, compact. Or, le système étatique,
le drapeau, l'hymne national, personne, on s'en fout, la langue, on s'en fout. Du coup, il y a un État, oui, mais une nation, il faudrait la bâtir. Et pourtant, on avait tous les ingrédients pour aimer notre pays. Nous avons la même langue, nous avons la même religion, la même nourriture, il n'y a pas d'ethnie. On avait tout, mais il suffisait de bâtir. C'est la faute à qui? C'est la faute aux politiciens. Parce que moi, pauvre écrivain, qui prône tout seul, j'essaie de le faire tout seul. La langue comorienne, la langue comorienne, la langue comorienne. Oui, très bien. Mais qui doit conduire la destinée du pays? Qui doit aider cette langue comorienne? Ce n'est pas moi dans mon petit coin, même si je fais ce que je peux. Il y a un ministère de la culture, il y a un ministère de l'éducation. Et qui doit apprendre aux enfants comoriens? Alors, je prends un exemple très simple pour dire que notre système ne fonctionne pas. Il n'y a que très récemment qu'on a commencé à enseigner l'histoire des Comores, aux Comores. Très récemment. Tous nos enfants maintenant, je bascule toujours dans l'anthropologie, mais tous nos enfants, qu'est-ce qu'ils regardent aux Comores? La télévision. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette télévision? Personne n'y a jamais réfléchi. Rien qui soit comorien. Des télés qui émettent à 90% de l'extérieur. Et qu'est-ce qu'il y a? Des dessins animés, tout ça. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais qu'est-ce que cela conduit? Cela conduit à nos enfants à oublier leur propre culture. Il n'y a aucun enfant comorien qui est capable de vous dire un conte comorien aujourd'hui. Et du coup, ça, c'est pas la faute de ma pauvre maman. Mais qui me donne ces images? Qui me balance ces images à la télé? Donc du coup, il y a une responsabilité collective de l'État, collective, et de l'État qui n'a pas su bâtir cette société et qui n'a pas su donner aussi les instruments modernes pour qu'aujourd'hui je puisse parler d'un État. Eh bien, c'est Abdelrahman Ouadji, anthropologue, qui vient d'écrire un livre édition Comédite, L'oiseau du paradis. Alors, il pose la question, la dernière question, je pense, pourquoi? Eh bien, beaucoup de gens retournent dans les traditions, c'est bien cela. La question est ouverte, on va peut-être revenir la prochaine fois. Et je vous remercie d'être venu à cette... Merci. Je sens bien, je sens comme rien. Et rien au monde ne peut exprimer ce lien. Je regarde mon avenir, je vois mal loin de toi. Obligé de partir, mon âme reste près de toi. Paradis, comme rien, ton amour est immense. Mon amour envers toi, ça de même, Inch'Allah. Paradis, c'est mon origine. Source de vie, elle est ma reine. Paradis, c'est ma provenance. Source de vie, je suis sa descendante. Turunaye masiwaya hatu Kongo mbegu ya miwango mine Masimu ya mwezi karibu nawe